Bonjour à tous et à toutes. On va attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Mhm. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir ce matin avec nous pour ce sixième webinaire de la série Wake Up for Change. Donc webinaire sur l'énergie et comment le sujet de l'énergie est traité au sein du CDP. Donc là, l'idée de cette session est de décrypter les notions clés pour vous rappeler les meilleures pratiques de reporting et comment améliorer voilà, votre performance énergétique. Donc je suis Anastasia Meunier, experte en CDP. J'accompagne depuis quelques années nos clients dans leur reporting et j'anime également cette campagne en interne. Et je suis accompagnée ce matin pour ce webinaire par nos experts énergie, Julie Cousin, Justine Escourou et Hamza Enani. Donc voilà, nous sommes ravis d'être là ce matin avec vous. Peut-être qu'on peut passer sur la slide suivante. Je voulais rappeler en quelques mots comment est venue cette idée de lancer cette série de webinaires et le lancement de ce club CDP. Donc nous avons produit un certain nombre de contenus en interne pour toute la campagne et on s'est dit que ça avait beaucoup de valeur pour nos clients. Et nous avons eu cette idée de lancer ces webinaires pour peut-être aider nos clients à y voir plus clair, avoir envie de se lancer et de s'améliorer en prenant en compte les enseignements du CDP pour toujours s'améliorer sur ces sujets. Et donc voilà, de là est venue cette idée de créer ce club CDP et nous espérons l'animer très prochainement, pourquoi pas autour d'un événement en présentiel. On reviendra vers vous là-dessus rapidement. Et donc, sur l'ordre du jour, c'est comme d'habitude, une première partie sur les notions clés, voilà, pour vous rappeler les bonnes pratiques sur l'énergie, des conseils pratiques, et puis une deuxième partie plutôt pour vous donner de l'inspiration pour se lancer, s'améliorer, et des idées de bonnes pratiques également. Je laisse la parole aux experts. Le reporting du CDP autour de la thématique de l'énergie va s'articuler autour de 3 piliers principaux. Le premier pilier, la mesure, correspond à une cartographie assez granulaire de l'ensemble de vos consommations d'énergie et des émissions associées, donc notamment sur le scope 1 et 2. Le deuxième pilier correspond aux objectifs. Ici, il s'agit de définir des objectifs ambitieux tant en matière de réduction des émissions que sur l'amélioration de la couverture de vos consommations d'énergie par des sources renouvelables. Et enfin, le troisième pilier, c'est la réduction. Ici, il va s'agir de démontrer l'implémentation d'initiatives et de plans d'action efficaces qui permettent de réduire les émissions des scopes 1 et 2. Dans le reste de ce webinaire, on va détailler chacun de ces piliers en vous rappelant les critères essentiels attendus par le CDP, en vous partageant des analyses statistiques sur l'ensemble des réponses ou des catégories d'entreprises pour vous donner des exemples de ce qui se fait, et également partager des exemples de bonnes pratiques. Donc sur le premier pilier, la mesure, la première étape, c'est de faire une analyse sur ses consommations d'énergie. Ce qui est attendu du CDP, c'est principalement la couverture complète du périmètre d'activité, sachant qu'ici, des estimations sont acceptables à partir du moment où la méthodologie est transparente et où les hypothèses sont partagées. Le deuxième point important sur cette partie, ça va être de démontrer qu'on couvre une partie de sa consommation d'énergie par des énergies renouvelables. Donc là-dessus, le CDP va définir différents critères qui vont être divisés selon si on regarde la consommation en fuel ou la consommation totale d'énergie, avec différents paliers à atteindre.
Si on regarde l'ensemble des réponses de l'année dernière, donc la réponse au CDP 2024 pour l'ensemble des entreprises et qu'on regarde la part d'énergie renouvelable dans leur consommation, on obtient ce type de graphe. Donc ça, c'est le graphe qui va correspondre à la consommation de fuel. Ce qu'on voit de prime abord, c'est que ça reste un sujet qui est compliqué pour l'ensemble des répondants, puisque ici, on voit qu'on a en tout 91% des entreprises qui n'atteignent même pas le premier palier, qui correspond à 10% de couverture de la consommation de fuel par du fuel renouvelable. Donc parmi ces 91%, on a 15% qui font encore un reporting incorrect avec des données erronées. On a tout de même 4% de ces entreprises qui arrivent à justifier d'au moins 10% de consommation renouvelable et 5% de leaders qui vont justifier d'au moins 30% de consommation renouvelable. Si on regarde le même graphique maintenant à l'échelle de l'ensemble de la consommation d'énergie, on a des résultats qui sont sensiblement meilleurs. Cette fois-ci, on a 68% des entreprises qui n'atteignent pas le premier palier des 25%, donc 10% avec des reportings erronés. Mais cette fois, on a tout de même 30% des entreprises qui arrivent à justifier d'au moins 25% de consommation renouvelable, dont 16% qui dépassent la barre des 50%. Enfin, on va avoir 2% de leaders qui couvrent la totalité de leur consommation d'énergie par de l'énergie renouvelable. Donc, une fois qu'on a regardé les réponses dans l'ensemble des entreprises, on vous propose de faire un focus sur les entreprises leaders. Et donc là, on regarde celles qui ont un taux de couverture supérieur ou égal à 75% de leur consommation totale. Sur le graphe ici, ce qu'on vous montre, c'est le pourcentage de couverture par des renouvelables en fonction du type de vecteur énergétique. Donc, ce qu'on voit d'entrée de jeu, c'est que sur la majorité des vecteurs, le sujet de la décarbonation est encore complexe et on va avoir des taux de couverture autour de 30%. Donc, c'est le cas du fuel, de la chaleur, vapeur et refroidissement. À l'inverse, on a deux vecteurs ou deux types d'approvisionnement qui vont sortir du lot. Il s'agit de l'électricité et de l'autoproduction. Donc, comment ces entreprises leaders ont réussi à atteindre au moins 75% d'énergie renouvelable, sachant que même pour elles, ça reste compliqué d'avoir de la décarbonation sur l'ensemble des vecteurs. Eh bien, elles ont travaillé sur les vecteurs décarbonés à réduire leur consommation. C'est ce qu'on vous montre ici sur les barres en bleu. Donc, ça, c'est le pourcentage de répondants qui vont déclarer une consommation sur ces vecteurs. Si on prend le cas du fuel, par exemple, on voit qu'on a 66% des entreprises leaders qui déclarent de la consommation en fuel, ce qui veut dire qu'on a 44% de ces entreprises qui ont réussi à se passer complètement de consommation de fuel. Donc, ainsi de suite sur les autres vecteurs carbonés, où on voit que le taux de répondants qui déclarent de la consommation sont encore plus faibles. Donc, ce qu'il faut retenir de cette analyse, c'est qu'on va avoir trois leviers principaux et qui ne fonctionnent pas trop mal, puisqu'on arrive à des taux de couverture qui sont quand même assez importants. Donc, le premier levier, c'est bien de travailler à la réduction de ces consommations sur tous les vecteurs carbonés en premier lieu. Le deuxième levier, ça va être d'électrifier au maximum les usages lorsque c'est possible, puisque c'est l'électricité qui est le plus simplement décarbonée. Et enfin, donc, c'est de profiter de ces deux derniers leviers que sont l'autoproduction et l'électricité pour augmenter sa part de couverture en énergie renouvelable. Une fois qu'on a travaillé sur la mise en place de sa consommation d'énergie renouvelable, il faut encore pouvoir prouver l'origine de ces consommations. Et donc, dans la partie mesure sur le CDP, il y a tout un encart et une section qui est liée à la conformité du reporting, notamment sur le scope 2 market-based. Donc ici, ce qui est attendu, c'est d'avoir vraiment une bonne compréhension des méthodes de reporting et des critères qui vont être attendus dans les cadres internationaux de reporting tels que le GHG Protocol. Quand on fait de l'approvisionnement en énergie renouvelable, on a grosso modo deux options. La première, c'est de faire de la génération sur site. Donc, on produit et on consomme son énergie, par exemple avec des panneaux solaires en toiture. Et dans le CDP, on reporte toute cette partie-là en tant que génération d'énergie.
La deuxième option, ça va être de passer par des instruments de marché. Et ici, on va avoir une multitude de possibilités, contractuelles notamment, qui sont reportées dans le CDP comme des méthodologies de sourcing. Donc, on vous détaillera tout ça dans la partie suivante. Dans tous les cas, et quelle que soit l'option choisie, il faut être en mesure de prouver l'origine de son électricité ou de ses autres types d'énergie. Et donc, il y a un certain nombre de critères qu'il va falloir respecter dans le reporting. Comment pouvez-vous repérer de potentielles non-conformités dans votre reporting market-based? Donc, on va avoir différents critères à vérifier absolument, mais s'il faut en retenir un, c'est le suivant. Il faut être en mesure de prouver qu'on est en détention des attributs énergétiques. Donc ça passe en général par la possession de certificats d'énergie. Et donc ça, c'est valable quelle que soit l'option qui est choisie. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on va avoir différents types de documents qui vont faire office de preuve et qui vont varier en fonction de la méthodologie d'approvisionnement que vous allez choisir. Ça peut être des contrats, des certificats directement ou encore des factures. Le deuxième point concerne les facteurs d'émission associés à cette consommation d'énergie bas carbone. Donc, normalement, c'est une information qu'on va retrouver directement sur les certificats, mais en fonction du type d'approvisionnement qui est choisi, cette information peut être difficile à collecter, notamment quand vous passez par des contrats retail en direct avec vos fournisseurs qui ne sont pas liés à un projet spécifique, mais à une multitude de projets qui peuvent en plus varier dans le temps. Dans ce cas-là, la traçabilité est plus compliquée. Et donc, il faut engager des discussions et des travaux avec vos fournisseurs pour vous assurer que vous aurez ces informations à disposition avec l'ensemble des documents qui permettent de le justifier. Le troisième point important, c'est d'être en mesure de prouver l'annulation des certificats sur les registres. Donc ça, c'est pour prouver que ces certificats ont été utilisés une seule fois. Et enfin, le dernier point va concerner le reste de votre consommation, donc la partie non renouvelable, pour laquelle vous devez utiliser, s'ils sont disponibles, les facteurs d'émission associés au mix résiduel et pas les facteurs d'émission moyens des pays. L'ensemble de ces critères est de plus en plus vérifié par les auditeurs. Donc, on observe une montée en compétence en fait, des auditeurs sur les market-based. Et si vous n'y répondez pas, il peut y avoir des non-conformités et votre reporting market-based être simplement refusé. Donc, c'est important de commencer à prendre conscience de tous ces éléments et de s'assurer que vous êtes conforme et en règle. Donc, une fois la mesure des consommations d'énergie et des émissions carbone associées donc, qui a été réalisée, il est essentiel de définir des objectifs et une trajectoire de décarbonation donc en lien avec les scopes 1 et 2. Donc, c'est ce qui constitue le deuxième pilier. Il faut savoir donc, que fixer des objectifs permet de structurer une stratégie environnementale robuste et donc là, en l'occurrence, qui sera en lien avec la transition énergétique et pour permettre donc, à terme de progresser vers zéro émission nette. Donc, dans le cadre du CDP, les entreprises doivent fournir des informations détaillées sur ces trajectoires de réduction liées à l'énergie, donc notamment en lien avec les scopes 1 et 2. Il faut noter qu'il est également nécessaire donc, de définir un plan pour atteindre ces objectifs et pour suivre annuellement les progrès réalisés pour respecter ces trajectoires, ce qui peut être aussi bien communiqué donc en des réductions en absolu ou en intensité en fonction de ce qui a été défini dans le cadre de votre entreprise. Un sujet encore spécifique à l'énergie donc, concerne les objectifs qui vont être en lien avec le développement des énergies renouvelables, pour lesquels donc, le CDP attend des informations sur les moyens visant soit à augmenter, soit à maintenir la part des ENR ou des autres énergies à faible teneur en carbone dans la consommation ou la production d'énergie en fonction de votre position sur la chaîne de valeur. Enfin, donc dans le cadre d'approvisionnement en énergie renouvelable, donc plus sur le volet consommation, le CDP demande des informations sur les données d'activité et sur les instruments contractuels qui vont être utilisés pour étayer les déclarations liées à un facteur d'émission nul ou quasi nul, notamment dans le cadre du scope 2 et du reporting market-based.
Donc, un rappel du critère essentiel à respecter, notamment pour viser la A-list sur ses targets. Le CDP attend la publication d'une trajectoire de réduction des émissions des scopes 1 et 2 à l'échelle de l'organisation, donc qui doit être validée par l'initiative Science Based Targets ou qui doit être pleinement aligné avec un scénario 1.5, donc ce qui correspond en fait à une réduction annuelle des émissions en absolu d'au moins 4,2% entre l'année de référence et l'année cible. Donc, ces éléments sont essentiels pour l'atteinte des points management et leadership en lien avec l'élaboration des trajectoires pour l'énergie que vous voyez ici. Je ne vais pas nécessairement trop rentrer dans le détail sur les targets puisqu'en fait on aura un webinaire dédié le 7 octobre, mais peut-être pour illustrer de manière un peu plus concrète le cas d'une entreprise, L'Oréal qui fait partie de la A-list. Donc, le cadre de cette entreprise qui a validé aussi bien des trajectoires near terme que long terme et net zéro, avec un engagement de réduction de ses émissions des scopes 1 et 2 de 57% d'ici 2030 par rapport à l'année de référence et de 90% d'ici 2050, en lien avec un objectif net zéro. Pour ce faire, L'Oréal a structuré sa stratégie de réduction de l'intensité carbone et énergétique de ses sites autour de 3 piliers, qui concernent la réduction des besoins énergétiques et donc l'efficacité énergétique, l'utilisation d'énergies renouvelables locales en lien avec les mix énergétiques et électriques disponibles, et également la réduction des fuites de gaz réfrigérants qui ont un potentiel de réchauffement plus élevé que le CO2. Une dernière action relative plutôt aux émissions du scope 1 se concentre sur la réduction des consommations de carburant et l'électrification de sa flotte de véhicules. Si on passe vraiment au sujet du scope 2 et des objectifs et des trajectoires en matière d'électricité renouvelable, on l'a vu précédemment dans le cadre de la mesure des émissions liées à l'énergie, la part des énergies renouvelables joue un rôle essentiel pour une stratégie efficace pour les entreprises. Donc, sur le scope 2, il est essentiel également de définir des objectifs en matière d'électricité renouvelable, ce qui peut représenter en fait un levier clé pour réduire les émissions de ce scope et soutenir la transition vers un mix électrique à faible teneur en carbone. Donc, pour ces trajectoires électricité renouvelable, le SBTi a notamment fixé des seuils spécifiques liés à la part des consommations totales d'électricité qui sont faites à partir d'électricité renouvelable, en accord avec les recommandations du RE100. Donc là, pour 2025, ce serait atteindre un seuil de 80% et avec un objectif de 100% d'ici 2030. Donc, pour assurer le suivi de ces claims, dans le cadre du reporting CDP, il est notamment attendu des entreprises de divulguer des informations spécifiques qui ont déjà notamment été abordées dans le cadre de la mesure. Donc, ça va concerner par exemple les instruments de marché utilisés, comme les garanties d'origine, les AREC, d'autres contrats de type d'achat de certificats d'attribut d'énergie, les technologies de production d'électricité qui vont être utilisées, donc du solaire, de l'éolien, de l'hydro, etc., ainsi que les types de contrats d'approvisionnement en électricité. Donc, on voit là sur le graphe de droite qui vont avoir différents degrés d'additionnalité et de pilotage pour les entreprises. Donc, on voit notamment avec les exemples des répondants de la A-list et des leaders énergie du CDP une certaine homogénéité, on va dire, dans les types de contrats qui sont utilisés, puisqu'on voit qu'une majorité des répondants communiquent sur des consommations d'électricité qui s'appuient sur des contrats d'achat des certificats d'attribut d'énergie, donc qui vont être détachés de leur contrat d'achat d'électricité. Et donc, on voit qu'il y a également une part assez faible, donc aux alentours de 10-11% des entreprises qui s'appuient sur les PPA, donc, aussi bien physiques que virtuels, alors que les critères essentiels du CDP recommandent d'avoir plutôt une part qui serait supérieure à 25%, notamment dans une position de leadership. Donc, une autre information qui est essentielle de communiquer dans le cadre de ces targets électricité renouvelable concerne l'année de mise en service des installations de production de l'électricité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir un maximum communiquer sur cette information pour notamment évaluer la part des installations avec une date de mise en service qui serait inférieure à 15%. Donc ça comporte plusieurs objectifs, notamment c'est de pouvoir favoriser l'additionnalité et donc stimuler la création de nouvelles capacités de production renouvelables
et garantir que les achats d'électricité verte contribuent réellement à la transition énergétique plutôt que de simplement utiliser des capacités déjà existantes. Donc, si on passe au troisième pilier, donc là, ça concerne la réduction. Et l'idée, c'est de vous donner des éléments pour agir concrètement pour réduire les émissions de vos scopes 1 et 2. Et donc là, le CDP, sur vraiment le périmètre donc énergie, attend des entreprises qu'elles démontrent des initiatives mises en œuvre donc, pendant l'année de reporting qui partageraient des informations sur aussi bien les économies ou les réductions d'émissions avec donc, qui seraient mesurables et donc qui puissent justifier une viabilité économique avec notamment des indicateurs sur le temps de retour sur investissement de ces actions mises en œuvre. Sur le sujet énergie spécifiquement, les actions peuvent porter sur la consommation ou la production d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, donc aussi bien dans les bâtiments que dans les process et en lien avec les équipements, et enfin la suffisance, donc la sobriété énergétique qui peut passer par un changement des comportements et également la mise en œuvre de politiques internes, par exemple en lien avec des éco-gestes ou une incitation à la sobriété. Donc, pour illustrer ces propos, vous voyez ici, donc, sur le graphe ci-dessous, donc, des éléments qui consolident les réponses en fait, des entreprises notées A ou A- sur le volet énergie, et donc qui ont communiqué sur des exemples concrets d'actions de réduction en lien avec l'énergie, avec une part, on voit ici, assez forte, donc des actions d'efficacité énergétique ou de développement, promotion des énergies renouvelables. Donc l'objectif ici, c'est de présenter d'une part les réductions moyennes d'émissions par type d'initiative, donc en tonnes équivalent CO2, en 1000 tonnes équivalent CO2, et d'autre part le temps moyen de retour sur investissement espéré pour la mise en œuvre de ces actions. Donc, la mise en perspective de ces deux indicateurs nous permet de repérer en fait les actions qui sont les plus efficaces en liant ces deux éléments, payback time et réduction des émissions. Donc, si par exemple on reprend l'exemple des énergies renouvelables, on observe que les certificats d'énergie renouvelable offrent des réductions d'émissions conséquentes. En revanche, elles ne permettent pas donc d'avoir des retours sur investissement, puisque l'achat en fait de certificats d'attributs énergétiques représente simplement un coût supplémentaire pour l'entreprise pour justifier de la durabilité de ses consommations d'électricité. Alors qu'on voit que pour les contrats vraiment spécifiques donc d'achat d'énergie renouvelable ou la mise en œuvre de contrats PPA, on a des réductions d'émissions assez fortes, avec également un retour sur investissement quantifié, même s'il est sur le long terme. Donc, pour compléter ces éléments d'action de réduction, alors, on vous remet des exemples, on va dire, concrets des actions de L'Oréal qui agit sur des piliers aussi bien d'efficacité énergétique. Donc, ça va passer notamment par la mise en œuvre d'un outil interne de suivi des performances énergétiques pour faciliter les décisions. Ça passe également par le remplacement de chaudières à gaz donc fortement carbonées par des chaudières électriques lorsque c'est possible dans certaines de ces usines. Et donc un autre pilier, encore une fois, d'action concerne les énergies renouvelables, où là on voit que le groupe a pu installer des panneaux solaires ou des chaudières donc, électriques alimentées par des sources renouvelables dans certains de ces sites, donc notamment à Jakarta et au Caire, et donc à aussi passer par l'achat de certificats biométhane lorsque c'est possible pour ces consommations de gaz. Donc, si on fait une synthèse de ce que le CDP attend pour renforcer votre stratégie énergie, donc là voici un rappel en fait des éléments présentés précédemment sur la définition et le pilotage de votre stratégie de décarbonation de l'énergie, donc qui s'articule autour de 3 piliers, avec chacun des éléments indispensables à prendre en compte pour votre reporting et votre stratégie. Donc, pour rappel, la mesure doit permettre de distinguer les sources d'énergie renouvelables et non renouvelables par pays, notamment pour tenir compte des différents mix énergétiques. Elle doit également détailler les méthodes de sourcing utilisées et être conforme aux prérequis des standards techniques. Donc, on l'a cité notamment dans l'exemple du reporting market-based du scope 2.
Donc, les entreprises engagées à utiliser de l'électricité renouvelable, et plus particulièrement celles adhérant à l'initiative RE100, doivent fournir des informations complémentaires pour la transparence de leur approvisionnement, donc ce qui inclut la date de mise en œuvre, en mise en service des unités de production, l'année de production, les dates de début et durée des contrats, ainsi que des labels supplémentaires, donc, pour attester de la durabilité, qui peuvent être pertinents de mettre en avant. Les trajectoires et objectifs de décarbonation, quant à eux, doivent donc cibler une réduction des émissions des scopes 1 et 2 validées par le SBTi ou alignée avec un scénario 1.5, et doivent couvrir donc au moins 95% des émissions des scopes 1 et 2 de l'année de référence. Et sur ceux particulièrement donc liés au développement de la part des renouvelables, ils peuvent s'appuyer sur des objectifs de développement de la part des renouvelables, aussi bien sur la partie production que consommation. Enfin, le plan d'action de réduction doit s'appuyer sur des initiatives qui permettent réellement de décarboner dans une logique économique viable, donc qui passe par des actions de réduction ambitieuses et atteignables avec des indicateurs sur les gains de réduction GES et sur les investissements, ainsi que le retour sur investissement. Et donc, sur l'énergie spécifiquement, puisque c'est le sujet de notre webinaire, ils doivent se baser sur 3 axes prioritaires de décarbonation qui incluent donc la consommation d'énergie renouvelable ou l'autoproduction, l'efficacité énergétique et la suffisance ou sobriété énergétique. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Hamza pour présenter des exemples d'actions mises en œuvre par différentes organisations. Donc, dans les minutes qui restent, on voulait plus illustrer comment on peut aller plus loin, plus au-delà de la démarche énergie et CDP, à travers 3 leviers qui sont vraiment très puissants, la partie mesure, réduction et remplacement de l'énergie. Ce qu'on peut retenir, c'est que sur la partie mesure, si on déploie des outils assez efficaces pour avoir des données de consommation assez granulaires, on est en mesure d'identifier des actions de réduction au niveau des sites. On peut avoir des exemples dans l'agroalimentaire, à travers les sites, à travers les régions, à travers les divisions. Si on a des informations plus précises sur les consommations des process et des sites, des benchmarks, des KPI de production, on est en mesure d'identifier des actions parfois rapides à implémenter, quand ça peut être juste être des actions d'optimisation. Sur la partie réduction, on peut avoir des exemples d'entreprises. Donc j'ai choisi Auchan parce que c'est le plus, ça peut être assez complexe parce qu'on peut se dire c'est plusieurs pays, plusieurs sites, mais on peut facilement pouvoir identifier et en comprenant avoir une meilleure compréhension de la maturité des sites et en organisant des workshops autour des sites et en faisant des audits sur site, à identifier des actions de réduction de la consommation d'énergie et aussi y associer des scénarios de réduction qui associent les financements et les réductions des émissions de CO2, la réduction de l'énergie. Et sur la partie qui est plutôt remplacement, donc là on va parler sur la partie renouvelable. Là, c'est plutôt un focus sur la partie PPA et VPPA. Là, on voit que selon les secteurs, malgré leur complexité interne et externe, il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent à signer des PPA pour couvrir une partie de leur consommation à travers l'Europe ou à travers le monde. Mais ce qu'on voulait aussi souligner sur ces slides-là, c'est les changements qu'on a au niveau de la réglementation sur comment sera comptabilisé le scope 1, le scope 2 sur les navires. C'est toujours au niveau draft, mais il y aura des changements sur la façon dont on va définir les targets de réduction scope 2 et aussi sur la façon dont les PPA seront comptabilisés. Ce qu'il faut retenir, il y a 3 messages clés qu'on pourra discuter plus tard avec les experts, mais le premier message clé, c'est que il y aura des changements qui vont obliger les entreprises à devoir signer des contrats en local. Donc, tous les contrats qui seront signés après la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, s'ils sont cross-pays, ils ne pourront pas être comptabilisés en action de réduction. Donc, chaque entreprise devra signer un contrat dans le pays dans lequel elle consomme, ce qui rajoute une contrainte. La bonne nouvelle, c'est qu'on pense qu'il y aura un concept de grandfathering où tous les contrats qui sont signés avant la mise en œuvre pourront toujours couvrir être sous les anciennes règles. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a une grande partie des entreprises et des clients actuellement qui vont aller rapidement sur le marché pour couvrir une partie de leur consommation d'énergie, surtout en Europe, parce qu'on peut toujours faire des VPPA, et pour gagner en flexibilité et réduire les risques et les impacts de ce changement-là. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on constate que maintenant sur le marché des PPA, on peut avoir des
des consommations assez basses. Donc, on voit toujours sur les marchés en Espagne, en Italie, en Allemagne, que même avec 20 gigawattheures ou 10 gigawattheures, on est en mesure de signer des PPA. Là où il y a quelques années, c'était un peu plus difficile d'aller trouver des PPA avec des volumes assez bas. Et je finis sur ça. Euh, merci à tous. Donc, 3 webinaires à venir pour la fin de la série Wake Up for Change. Jeudi prochain, on vous retrouve pour les engagements fournisseurs. N'hésitez pas à visionner les replays, contactez vos consultants pour toute question. Et merci encore et on vous souhaite une très belle journée.